Ouais. On va quand même prendre le temps de te présenter. Ouais. Qui es-tu? Ouais, bah écoute, moi c'est Othman, donc je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Scale by Metrics, ou une agence qui accompagne des entreprises B2B de manière générale à générer plus de leads et surtout à faire de l'acquisition client. Donc on est spécialisé en prospection, on fait aussi des tunnels d'acquisition avec de la publicité en ligne. En bref, on est spécialisé en acquisition client de manière générale. Et là, on a accompagné un peu plus d'une 50aine d'entreprises depuis notre lancement il y a 1 an et demi. Et on contacte en moyenne 200 000 personnes par mois pour nos clients afin de les aider à générer des leads et à trouver de nouvelles opportunités de vente. Ok. Ouais. Alors là, si tu devais... imagine que tu es un enfant de 5 ans, parce que tu as donné beaucoup d'informations, tu sais. Ouais. Là, je vais essayer de naviguer dans l'information que tu as donnée. Vas-y. Si tu devais expliquer à un enfant de 5 ans, c'est quoi le B2B, comment est-ce que vous opérez réellement, genre c'est quoi tes opérations dans le day-to-day, ça ressemblerait à quoi? C'est une excellente question. Il y a 2 types d'entreprises. Il y a le B2C et le B2B. C'est vrai que c'est un jargon que tout le monde ne comprend pas forcément. Le B2C, c'est des entreprises qui vendent directement à des consommateurs, donc des particuliers. Ça peut être des marques e-commerce, ça peut être une boutique dans la rue, etc. Ensuite, on a le B2B, donc business to business. Donc, tu es une entreprise qui vend des services à une autre entreprise. Tu peux être un software, tu peux être une agence de consulting, ça peut être tout type de boîte. Nous, on est spécialisé en B2B et on aide ces entreprises-là afin de trouver de nouveaux clients. Parce qu'en général, lorsque quelqu'un se lance dans le business et se dit « Ok, je vais lancer une entreprise », on a tous de super bonnes idées, mais on réalise très vite, une fois qu'on se confronte au marché, qu'avoir une idée et avoir du talent, avoir des skills, ça ne sert pas à grand-chose si on n'est pas capable de générer des nouveaux clients. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, au final, tu te retrouves très vite sur le siège du directeur des sales. Parce que oui, tu dois recruter des personnes, oui, tu dois être bon dans ce que tu fais et avoir des skills, mais si tu n'es pas capable en fait, de générer du business, il faudrait mieux pour toi être tout simplement salarié, aller bosser dans une autre boîte. Le problème, c'est que personne n'apprend ça à l'école. On ne nous apprend pas aujourd'hui à générer des leads, à signer des deals, à faire de la vente. Et en général, quand tu es entrepreneur, tu le fais parce que tu as quelque chose à vendre, tu as quelque chose à donner à ton marché, de la valeur. Et donc, peu de ces personnes-là avaient déjà pensé ou réfléchi à la méthode ou la manière d'acquérir des clients. Donc, en général, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur réseau, leur bouche à oreille, les recommandations, ils vont faire des salons, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas prédictible. Tu peux pas me dire le mois prochain, j'ai envie de doubler mon business, donc ma méthode d'acquisition, c'est le bouche à oreille, je vais doubler mon bouche à oreille. Donc ils se retrouvent dans cette impasse qui est, il faut que je trouve une méthode qui est prédictible, rentable et scalable. Et c'est à ce moment-là qu'en général, ils font des recherches et ils tombent sur des agences telles que la mienne qui les aident à mettre en place ce type de système d'acquisition. En fait, toi, ce que tu proposes, c'est un levier pour les entreprises pour aller chercher une prospection qu'on est capable de quantifier, en fait, et qu'on est capable d'aller... t'es capable de donner un calendrier, en fait, de prospection, quelque part. C'est exactement ce qu'on fait. En fait, nous, notre livrable, au final, la plupart des boîtes avec qui on bosse, elles ont des équipes commerciales, des équipes sales. Les sales, ils survivent grâce à des rendez-vous sur leur calendrier pour essayer de les closer. Ces rendez-vous-là, nous, c'est ça notre livrable. Nous, on se charge de remplir les agendas des sales, des boîtes avec qui on travaille, afin d'être certain qu'ils aient assez de personnes dans leur pipeline de vente pour que ils puissent de manière continue tout le temps avoir des nouveaux prospects et potentiellement signer des nouveaux deals. Ok, et typiquement, le profil des entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est quoi? Parce que, tu sais, oui, c'est sûr que tu peux aller chercher chez Apple, je suis pas sûre que Apple, ils ont pas vraiment besoin, tu vois. Ouais, effectivement. En vrai, Apple, c'est du B2C, c'est pour ça que tu peux penser ça. Mais quand tu es une boîte B2B, au final, ce qu'on fait, la plupart des grosses boîtes, pour qu'elles n'ont pas besoin d'entreprises telles que la nôtre, c'est qu'elles ont déjà des équipes en interne qu'on appelle les SDR, donc les Sales Development Representatives, qui sont des personnes qui vont être chargées de générer des rendez-vous dans les Account Executive Calendars. Donc le Account Executive, c'est ce qu'on appelle de manière générale un sales, donc dans le jargon traditionnel, la personne qui va closer le deal. Et donc ces boîtes-là, en général, elles n'ont pas besoin de l'outsource. Donc nous, nos clients, en général, sont des boîtes qui génèrent, on va dire, entre 1,5 million jusqu'à notre plus gros client génère 40 millions de revenus annuels récurrents. Okay. Donc c'est le sweet spot à ce niveau-là, parce que soit elles ont des équipes commerciales, mais elles savent closer des deals, mais elles ne savent pas générer des leads, soit elles ont les deux en interne, mais elles aimeraient juste grossir encore plus vite. Et comme on le sait tous, recruter quelqu'un en CDI, c'est compliqué, ça coûte cher. Le jour où tu veux te séparer de la personne, ça coûte encore plus cher, c'est difficile. Alors que nous, on a une proposition de valeur qui est simple. On vous délègue. Si vous faites du bon boulot, c'est parfait. Si vous faites pas de bon boulot, ça, il y en a rare et on n'a plus besoin de vous. Et tu sais, là, j'ai une question qui est un peu bizarre parce que toi, tu prospectes. En fait, ce que tu vends, c'est de outsourcer la prospection, quelque part. Et toi, comment tu prospectes?
Pour moi, ben, ça revient à expliquer à la base comment j'ai créé Scale by Metrics. Moi, de base, je viens du monde du B2C, j'avais une marque e-commerce, et tout se passait super bien, on générait des millions de dollars tous les ans, et du jour au lendemain, il y a eu Apple qui a fait iOS 14, donc en gros un update qui faisait qu'on pouvait plus avoir accès aux cookies des gens. Donc du jour au lendemain, la publicité en ligne, targetée, a perdu de ses performances, et nous, on est passé de faire 300, 400 000 dollars par mois de revenus à quasiment zéro du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvé dans une situation hyper délicate, où ben, j'avais plus de business, mais j'avais un skill qui était faire de l'acquisition client B2C. Je me suis dit, je vais lancer une agence d'acquisition client B2C, e-commerce, un peu comme ce qu'on voit un peu partout. Donc j'ai lancé mon agence. Ah, faut trouver des clients. Donc je me suis formé, je suis allé sur le marché US, j'ai dépensé près de 25 000 dollars en formation, coaching et accompagnement de plus grosses boîtes américaines pour m'apprendre à mettre ça en place pour moi. Je l'ai mis en place sur le marché français, j'ai commencé à générer des leads et je me suis rendu compte qu'en discutant avec les autres agences de marketing, que personne ne savait faire ça pour son agence, on a commencé à me demander de les aider. Moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle, j'adore la technique, j'adore les choses qui touchent au logiciel, au software. Le marketing, ça me correspondait pas. Par contre, la prospection, si tu veux la faire correctement, ça demande beaucoup de skills techniques, ça demande de créer du software, ça demande de créer beaucoup d'automatisation. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un client, 2 clients, 3 clients qui je vais aider à faire de la prospection. Je m'y suis plus, j'ai commencé à générer presque autant de revenus avec mes clients de prospection que mes clients de mon agence de marketing. Après, je me suis dit, en fait, je suis fait pour ça. J'ai complètement bazardé l'agence de marketing et j'ai focus 100% sur mon agence de prospection aujourd'hui. En fait, à chaque fois, tu as lu un skill que tu avais et tu as essayé de le monétiser. C'est dingue quand même. C'est exactement ça. C'est dingue. Je pense que le truc, c'est que quand tu vois le parcours d'un entrepreneur, tu as toujours l'impression que c'est prémédité. Tu regardes comment il est passé de l'opportunité 1 à 2 à 3. C'est jamais le cas. En fait, je pense que la plupart des gens qui ont envie de se lancer, ils réfléchissent trop, ils se disent qu'est-ce que je dois faire, mais en réalité, il faut juste prendre n'importe quoi qui a déjà fonctionné, pas se prendre la tête, trouver quelque chose qui a déjà un product market fit, que ce soit un produit physique, une boutique, un service que tu peux vendre en ligne, apprendre le skill ou trouver où sourcer ton produit. De nos jours, avec le dropshipping et autres, tu n'as même pas besoin, si tu veux lancer une marque, même de créer ton produit par toi-même et se lancer. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à faire des pivots, tu vas commencer à apprendre ce que le marché veut, tu vas te rendre compte que la manière dont tu t'es positionné au début fonctionne pas forcément. Et en fait, à force d'apprendre et d'évoluer, ben, tu te retrouves quelque part auquel tu aurais jamais pensé finir au début, quoi. Une équipe de combien de personnes à peu près pour générer ça ? Écoute, c'est très récent que j'ai commencé à recruter. Au début, j'étais seul jusqu'à que je perde la tête complètement et qu'il a fallu s'entourer des bonnes personnes. Je viens de recruter, donc sur les 3 derniers mois, j'ai recruté 5 personnes. Donc là, on est une agence de 6 personnes. Et moi, ma théorie, c'est que je serais capable de générer 1 million de dollars annuels de revenus avec 60-70% de marge avec maximum 10 employés. Et aujourd'hui, la plupart des business traditionnels, c'est quasiment impensable de se dire qu'on peut générer 500-600 cas de free cash flow annuel avec une équipe de 5 à 10 personnes et ça de manière 100% dématérialisée en ligne sans jamais avoir rencontré le moindre client avec qui j'ai déjà bossé. Mais la réalité, c'est qu'on vit dans un monde où les outils, où aussi ce que le coronavirus a créé, donc tout ce contexte où tout le monde est habitué maintenant à travailler sur Internet, ça peut permettre à n'importe quelle boîte qui a envie d'enlever les dogmes et de se retirer toutes ces croyances limitantes du fait qu'on a besoin de bureaux, qu'on a besoin de 100 employés par temps de revenus annuels, de créer quelque chose qui a énormément de valeur, qui génère beaucoup de revenus et qui garde des marges très importantes. Là, je te pose la question un peu d'entrepreneur à entrepreneur. Le défi de, tu sais, à la base, je t'ai dit, tu prends un skills, tu le monétises. C'est des skills que tu as, soit que tu as acquis à travers tes expériences, soit à travers ton éducation. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, à un moment donné, tu arrives à un point où est-ce que tu commences à porter 50 casquettes. Ouais. Tu l'as dit, tu recrutes en 3 mois. Le recrutement, c'est un processus qui est très pénible, je vais dire entre guillemets, parce que je suis passée à travers ce processus-là. Comment tu fais pour apprendre sur le tas dans le day-to-day, tu sais, n'importe qui nous écoute, qui lui a des skills, est capable de les monétiser, mais tu as 50 obstacles entre toi et tes objectifs qui sont des choses de la vie que tu apprends pas à l'école et qui te tombent pas dessus du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Je pense que tout le monde doit accepter le fait qu'on n'est pas Steve Jobs, on n'est pas Jeff Bezos, on n'est pas Elon Musk. Si c'est l'ambition de quelqu'un, génial, j'essaie pas de briser des rêves. Mais pour 99% des entrepreneurs out there, ce qu'on a envie, c'est de générer quelques millions par an, avoir un business hyper qui fonctionne bien et avoir une bonne vie. Et donc, quand c'est le cas, en général, 90% du temps, ce que tu essayes de faire, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait pour toi, pour lui. Et donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement apprendre de chez ces personnes-là qui ont déjà walk the path avant toi. Donc, en général, lorsque j'ai un nouveau skill que je dois apprendre, ce que je fais, c'est que je vais
sur YouTube, je vais sur Google et je binge-watch 10, 15, 20 heures de vidéos de toutes les personnes qui ont créé du contenu. Et en général, les personnes qui créent du contenu sur une certaine thématique, ils le font pas parce qu'ils sont philanthropes, ils le font parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Donc lorsque j'ai trouvé quelqu'un avec qui je raisonne bien, qui m'a l'air sérieux et qui a des skills, je recherche ensuite plus d'informations sur lui et son entreprise. Et en général, ils vendent soit du coaching, soit de la formation ou autre. Et donc, je paye du coaching pour apprendre de mes erreurs très rapidement. Là, la semaine dernière, je viens d'investir encore 2500 USD dans un coaching d'un gars qui gère une opération qui fait 600K de MRR, donc $600 000 de revenus récurrents mensuels, et qui est sur une thématique très proche de la mienne. Avant de venir aujourd'hui sur ce podcast, j'étais dans un call avec lui et je lui expliquais une de mes problématiques opérationnelles. En 5 minutes, il était capable d'analyser la situation et me dire j'ai fait X, Y, Z erreurs, ne refais pas les mêmes erreurs que moi, voilà exactement ce que tu dois faire, voilà où est-ce que tu peux trouver cette information et voilà comment l'appliquer. Après, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de prendre l'information, la filtrer, l'adapter à ton besoin et ensuite de mettre ta secret sauce dessus. Mais t'as pas besoin de réinventer la roue. Les livres, les formations et les vidéos YouTube, c'est amplement suffisant aujourd'hui pour créer un business qui fait au moins 1 million d'euros par an, si ce n'est pas plus. T'as dit un truc super important, moi je vais surligner ça au marqueur, tu vois. C'est la formation. Parce que moi je me fais insulter constamment de l'argent que je mets en formation. Pourquoi tu vas à Miami pour écouter un tel? Pourquoi tu payes $4,000 pour dîner avec Ryan Serhant? Pourquoi? La formation d'investir en toi-même, je peux me permettre, à quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. 27 ans et tu débloques des fonds qui sont quand même importants en formation. À quel moment tu as compris, tu t'es dit, c'est à ce moment, c'est dans ça mon premier investissement en fait, parce que c'est ta première dépense opérationnelle quand on y pense. Avant de répondre à la question, tu as dîné avec Ryan Serhant? No way. Ouais, j'ai payé $4,000, j'ai dollars et j'ai... C'est pas cher. C'est Ryan pas cher. On est d'accord. C'est pas cher. On est d'accord. Pour moi, dîner avec Ryan Serhant, ça devrait coûter 10, 15, 20 ans. Écoute, mon ami Seroujan, qui va probablement nous écouter parce que je sais qu'il écoute mes podcasts, a organisé ça à Montréal. Et c'est le premier truc que j'ai fait, je pense, dans la première semaine où les billets sont sortis. C'est impressionnant. Ça devait être génial. C'était génial. Ouais. Je pense que c'est une fibre parce que, à t'entendre parler, on a l'air d'être similaires sur ce point-là. Et je pense que tous les entrepreneurs à succès sont similaires sur ce point. La plupart des gens qui te disent mais pourquoi tu dépenses autant, mais c'est une fortune, mais t'es fou. En général, c'est pas des entrepreneurs. Ou si ça l'est, c'est pas des entrepreneurs à succès, ou bien ils ont hérité d'un business, ils ont pas dû tout construire de zéro. Je suis d'accord quand les gens disent entreprendre avant de travailler, c'est très difficile et il faut 10-15 ans d'expérience au sein de la vie active avant de se lancer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces formations en ligne, il n'y avait pas l'opportunité d'apprendre des gens, donc la seule façon d'apprendre, c'était d'aller prendre un CDI, un travail et d'apprendre. Mais nous, on vit dans une ère aujourd'hui où tu peux apprendre, tu es en Inde, tu peux payer le mec le plus chaud aux États-Unis, $5,000 et prendre 20 ans d'expérience, le condenser dans une petite formation et apprendre. Et je pense que ça vient aussi du fait que mes premières formations où j'ai investi, j'ai eu un ROI. Ça remonte à l'époque du Covid, je devais avoir 22, 23 ans et j'étais à la maison, je binge-watch Shark Tank, je me dis mais comment ces gens font autant d'argent et moi je fais rien, j'ai énormément de temps on my plate, donc il serait temps que je me lance. Je commence à chercher sur internet, je tombe sur toutes les opportunités en ligne et là je tombe sur une opportunité qui à l'époque était le dropshipping e-commerce. Je m'abonne à quelqu'un, je regarde son webinar et à la fin du webinar, il pitch. Moi, je m'attendais pas à ça parce que j'avais jamais encore regardé ce type de truc. Une formation, $2,000, il nous hype comme pas possible. J'ai été le genre de pigeon qui voulait tout de suite acheter parce que je croyais à la scarcity, à l'urgence qu'il nous a mis. Je dégaine ma carte de crédit, je mets $2,000. À l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, j'avais pas de source de revenus. Pour moi, $2,000, c'est aujourd'hui l'équivalent, tu me parles de 30, 40, 50 000 $. C'était énormément d'argent. Et ça m'a donné la rage, la niaque. Je me suis dit, je dois rentabiliser mes $2,000. C'est impossible que j'y arrive pas. C'est un financial wall en fait que tu te mets. Exactement. Et tous mes amis aujourd'hui qui m'ont demandé de leur passer mes formations que j'ai payé des milliers, voire des fois des dizaines de milliers de dollars, je leur donne gratuitement, mais je leur dis toujours un truc. Si tu mets pas ton argent in the game, tu vas jamais prendre ça au sérieux. C'est la même chose en immobilier. Les gens qui investissent avec l'argent de leurs parents, ça fonctionne jamais. Il faut investir avec ton argent. C'est ça, parce que tu sais à quel point c'est dur de gagner cet argent. Tu veux avoir ton retour sur investissement, tu fais attention à tous les moindres détails comptent, et donc au final, tu prends les choses plus au sérieux. 100%. Et donc à l'époque, je prends cette formation. Ça faisait 1 mois que j'essayais de faire du dropshipping un peu tout seul. J'avais fait mes premières ventes, j'ai perdu un peu d'argent. Et à l'époque, je me souviens encore, je disais, si je peux générer que 500 € de
bénéfices par mois et avoir un peu d'argent de poche, ce serait génial. Et en fait, ce petit truc, c'était l'étincelle qu'il me fallait pour démarrer. 3 jours plus tard, je génère mon premier millier de dollars en 24 heures de vente. Je comprenais rien, je savais rien, je savais pas ce qui se passait. En gros, le succès m'est tombé dessus du jour au lendemain parce que j'avais un product market fit qui était le bon produit. J'avais un canal d'acquisition qui fonctionnait, qui était rentable, qui était scalable, qui était prédictible. C'était les Facebook Ads à l'époque où c'était pas encore saturé. Et surtout, on était dans un contexte où tout le monde était à la maison et tout le monde achetait sur Internet. Donc quand je me lance, j'ai eu la chance du débutant. Du jour au lendemain, je commence à générer 1000, 2000, 3000 dollars par jour de chiffre d'affaires. Jamais géré de business, j'ai pas d'employé, j'ai même pas de compte bancaire entreprise. Je prends cet argent, je le pose sur mon compte personnel. Mes parents commencent à prendre peur, ils me disent mais il faut ça va avec le fisc. Exactement. Ils me disent il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai fait tout le process de vouloir me mettre à Dubaï, ceci, cela pour économiser de l'argent. Je fais toutes les erreurs de celui qui démarre et qui fait 3000 euros de chiffre d'affaires et qui pense déjà à pas payer d'impôts. Pire erreur. Donc si quelqu'un me regarde aujourd'hui, faites de l'argent. Si vous payez des impôts, c'est bon signe, c'est que vous gagnez de l'argent. Ouais. Exact. Et voilà. Et donc première année. Ce premier business, j'étais avec un associé à l'époque, on le scale à 500 000 dollars de revenus, très peu de bénéfices parce qu'on fait toutes les erreurs du monde et on essaie de lancer d'autres business sur le côté, d'autres produits. Et un jour, je suis assis à Paris, je suis chez mon ex-copine et je me fais targeter sur Instagram par un produit de golf. Moi, je suis golfeur et je me rends compte que le gars qui est en train de marketer ce produit le market trop mal. J'appelle mon associé, je lui dis écoute, j'ai peut-être une idée, ce produit, je pense qu'il a du potentiel, mais il faut le marketer différemment. Je te jure. On va sur Internet, on trouve sur Fiverr un mec en Inde, on le paye 50 €. On lui dit s'il te plaît, crée-nous un site Internet, crée-nous des pubs. Il nous crée le truc, on lance les publicités. Une semaine plus tard, ce business génère plus d'argent que le business sur lequel on était depuis 1 an. On avait mis 0 effort dessus. Et encore une fois, c'est la puissance du product market fit quand tu as quelque chose que les gens veulent réellement. Bien entendu, on focus dessus. Et là, l'aventure la plus folle de ma vie, de 0 à 1 million en 3 mois et demi, c'était la plus grosse dinguerie. T'as généré de 0 à 1 million de chiffre d'affaires en 3 mois et demi. En 3 mois et demi. Plus d'1 million de dollars sur mon compte bancaire en moins d'1 mois et demi. Bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Il y a énormément de charges, le coût d'acquisition, etc. Mais tout de même, tu as 23 ans, tu es encore aux études. À l'époque, j'étais en stage et la boîte qui m'avait embauché, qui était une start-up qui venait de lever plusieurs millions, ne faisait pas les mêmes chiffres d'affaires que moi je faisais. Donc il y a un moment où je me suis stagiaire de qualité. Ouais, il y a un moment où je me regarde dans le miroir et je me dis mais faut arrêter tes conneries, tu peux pas donner ton temps pour 2000 dollars par mois à quelqu'un qui génère moins que toi, alors que toi tu as un business sur le côté, il génère 1 million en 3 mois et demi en bossant 5 heures par semaine parce que j'avais un travail à côté. C'est même pas comme si j'étais full time dessus. Donc j'appelle mon boss, je démissionne, je vais full time sur ce business, j'ai l'impression que c'est bon, je vais être millionnaire à la fin de l'année et que en fait j'allais rouler sur l'or. Et du jour au lendemain, comme je t'ai dit au début de ce podcast, Apple décide de lancer iOS 14. C'est la fin des cookies, notre publicité en ligne targetée pour les golfeurs fonctionne plus, et là on se retrouve tout simplement dans la merde, et notre business meurt du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Tu as 23 ans, tu t'as fait quand même des études, tu l'as dit au début, d'ingénierie, donc tu es quand même programmé pour entrer dans des cases. Ouais. Tu as un cerveau qui est programmé comme un ingénieur, tu vois, donc clairement. Tu regardes la virgule. Tu commences à faire de l'argent, tu quittes ton job, ouais. Tu penses que tu as tracé ton truc, et là, d'un coup, tout s'effondre. Tu as 23 ans, tu es jeune, ouais. Mais ça veut dire aussi que tu as pris le risque. Tu l'as fait, ton coup de poker. Clairement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je dis toujours que le fait d'avoir généré plus d'1 million de dollars en 4 mois avant d'avoir mon diplôme universitaire, c'est la meilleure et la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est la meilleure parce que ça m'a montré que j'étais capable, ça m'a montré que sur Internet, il y avait des vraies opportunités pour faire de l'argent et que j'avais pas besoin de suivre un chemin conventionnel. Mais c'était la pire chose qui aurait jamais pu m'arriver parce qu'il s'en est suivi 2 années où pour moi, un business qui générait pas 1 million de dollars en 4 mois, c'était un business de merde. Et pour moi, si tu faisais pas des millions, t'étais pas un businessman et j'étais meilleur que tout le monde. Et en fait, c'était très humbling comme expérience parce que pendant 2 ans, je me suis tué et j'ai essayé de relancer des marques e-commerce. Il n'y a rien qui a fonctionné et je me suis retrouvé en fait dans un moment très difficile psychologiquement où je me disais, est-ce que c'était de la chance? Est-ce que je suis vraiment bon? Est-ce que je vais y arriver un jour? Ta famille te regarde et te dit il est peut-être temps de prendre un taf. Mon ex-copine me regarde et me dit il est peut-être temps de prendre un taf, et tout le monde perd confiance en toi. Et donc il n'y avait plus que moi le soir quand je me mettais sur mon oreiller, je me disais t'es capable, tu vas y arriver. Donc
il n'y a pas de retour en arrière quand tu fais autant d'argent rapidement. Tu peux plus repartir voir un employeur qui te dit je vais te payer 50 000 € par an brut et tu me vends ton âme, alors que tu as déjà généré 10 ans de travail en un mois. Tu peux plus voir ces opportunités de la même manière. Mais d'un autre côté, je veux pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent ah, il y a des gens qui génèrent autant d'argent, je suis nul, j'ai essayé, ça marche pas, mais pourquoi ces gens y arrivent et pas moi? Il faut comprendre que on peut tout enjoliver. Je peux raconter mon histoire et me faire passer pour le meilleur entrepreneur du monde. Je peux aussi te raconter la vraie histoire avec tous mes échecs, toutes les problématiques, toutes les fois où j'ai cru que j'allais tout perdre du jour au lendemain. Et tu te rends compte qu'au final, c'est bien beau de voir des gens sur Internet, mais tout le monde struggle. Et il faut juste rêver le matin, y croire, mettre son énergie, mettre son temps et passer des années avant que ça fonctionne pour la plupart des gens. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps réellement pour te sortir un peu de cette dark place, entre guillemets? Je dirais que vu que j'ai un esprit très compétitif, j'en suis pas sorti avant d'avoir eu du succès. Quand j'ai lancé mon agence, j'ai eu mes premiers clients. En réalité, j'étais un freelancer. Je m'appelais agence, mais j'étais qu'un freelancer. Mes premiers clients, ça m'a pas du tout donné une confiance de malade en moi. Je dirais que lorsque j'ai recommencé à générer entre 10 et 15 000 € mensuels de bénéfices, c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, tu peux le faire. Tu as réussi à faire 2 marques e-commerce qui ont fonctionné. Tu t'es lancé dans le monde du service. Te voilà en train de générer 10-15 000 € tout seul sur Internet. C'est plus de la chance. C'est toi qui as fait tout ça. Maintenant, tu peux souffler et mettre your head back in the game et juste y aller et tout va bien finir, quoi. Donc, au début, là, tu te retrouves, tu rebâtis ça depuis le début. Tu es freelanceur, tu fais du B2B. Tu dirais qu'à quel volume tu fonctionnes au début pour la prospection, on va dire dans les 6 premiers mois? Ouais, alors s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a une entreprise et qui a envie de lancer des campagnes de prospection, faut comprendre qu'il y a différentes étapes. La première, c'est de réaliser que si tu contactes pas les bonnes personnes et si tu contactes pas assez de personnes, ça ne sert à rien. Donc la première des choses, c'est de se dire, il me faut un système de prospection qui va me permettre de contacter, en tout cas nous, quand on a des clients, au minimum 2-3 000 personnes par mois. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais mon target market, il est trop petit, j'ai pas 3 000 personnes dans mon target market. Ça, c'est des cas particuliers. Mais de manière générale, quand on a un TAM qui est très large, il faut viser minimum 2-3 000 personnes par mois. Donc nous, quand on signe un nouveau client à l'agence, on fait ce travail de comprendre qui est le persona, qui est le ICP, donc Ideal Client Persona. On le trouve sur Internet, donc certains sont sur LinkedIn, d'autres sur des forums, d'autres sur Twitter. Donc tu trouves où se trouve ta target audience sur Internet. Une fois que tu les as trouvés, il faut scraper et construire ta liste. Une fois que tu as construit cette liste, eh bien, il faut choisir le bon canal pour les contacter. Eh bien, si on contacte comme toi quelqu'un qui est dans l'immobilier, vous êtes tout le temps en mouvement, vos emails, c'est peut-être pas la meilleure façon de vous contacter. Là, trouvez le numéro de téléphone et vous appelez. Vous êtes habitué à recevoir des appels, à parler au téléphone. Ce sera plus intéressant que d'envoyer des emails. Alors que si tu contactes quelqu'un qui fait du conseil, qui a une secrétaire, l'avoir au téléphone pendant sa journée de travail alors qu'il est en réunion, ça va être très compliqué. Tu veux contacter des marques e-commerce, toutes les marques e-commerce aujourd'hui ont un compte Instagram. Donc si tu arrives à trouver un canal sur Instagram qui fonctionne et un message pour contacter ces marques, ce serait parfait. Donc pour résumer, 2 à 3 000 personnes, trouver les bonnes personnes, où est-ce qu'elles se trouvent sur Internet afin de scraper et construire ta liste de prospects. Et une fois que c'est fait, te demander, pour mon target market, quel est le meilleur canal de prospection, téléphone, email, LinkedIn, Instagram, Twitter ou autre, et mettre à bien ta stratégie. Et une fois que tu as contacté tes 2-3 000 personnes, là, tu as le droit de me dire ça marche pas, ou ça marche, ou je sais pas trop. Mais quand tu as contacté 50-100 personnes, c'est pas assez de data point pour vraiment faire une idée de ce qui fonctionne ou pas sur ton target market. Je comprends. Et toi, tu dirais que dans le cadre de ton travail, tu contactes combien de personnes par mois? On contacte entre 150 et 200 000 prospects par mois chez Scalebametrics pour nos clients lorsqu'on lance des campagnes de prospection. Ça fait un gros volume. Juste cette année, on a déjà envoyé plus d'1 million. Je pense qu'on est au-dessus de 2 millions de messages de prospection already. Et ce qui est cool quand tu as une agence comme la mienne, c'est que tu as l'accès à la data. On a des dizaines de clients. On sait sur chaque industrie ce qui fonctionne versus ce qui fonctionne pas. Et donc, ça nous permet, quand on a quelqu'un qui nous contacte et qui vient nous chercher pour savoir si on peut mettre à bien des campagnes de prospection, de savoir qu'est-ce qu'on peut expect comme résultat. Parce qu'en général, on a déjà vu par le passé un client qui est sur une industrie connexe à la sienne. Et mettons, moi, je suis un entrepreneur. J'ai ma manière de prospecter qui est un peu différente et qui est en fait simplement adaptée à mon industrie, on va dire. Mais c'est quoi les 3 grandes erreurs
que tu conseillerais à quelqu'un de ne pas faire? C'est quoi les 3 grandes erreurs en prospection quand on se lance? L'erreur numéro 1 que les gens font lorsqu'ils prospectent pour vendre leur service ou leur produit, c'est de penser qu'il faut vendre ton service ou ton produit lors de ton message de prospection. Les gens en ont rien à faire, les gens n'ont pas le temps, les gens reçoivent des dizaines de messages de prospection par jour ou par semaine. Donc, il faut aller droit au but, mais deuxièmement, il faut se dire qu'est-ce que mon prospect a à gagner en répondant à mon email ou à mon message sur LinkedIn. Et en général, ce que je conseille à mes clients, c'est toujours d'avoir lead with value, d'avoir un lead magnet, donc avoir quelque chose, donc un document, une formation, une vidéo, un PDF, quelque chose qui a de la valeur que tu peux fournir à ton prospect. Donc typiquement, toi, en tant que real estate agent, si tu travaillais dans le B2B, tu pourrais contacter des gens et leur donner gratuitement des rapports avec de la data sur quels sont les quartiers les plus en vogue, quel type de real estate ont le meilleur ROI sur les 3 dernières années. Je sais que t'es bon parce que je sais c'est ce que je fais, donc ça se voit que t'es bon. Là, tu vois, ça c'est parfait parce que la personne qui reçoit ce mail se dit encore un agent immobilier, ah tiens, c'est intéressant, let me get a piece of it. Maintenant, ça nous amène à la deuxième problématique. C'est qu'une fois qu'on a créé ce lead magnet qui est gratuit, les gens se disent quoi? Bon, c'est gratuit, moi je veux juste hooker mes clients, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un PDF en une après-midi et je vais leur donner. Mais ça, c'est la pire erreur du monde. Parce que aujourd'hui, un être humain, lorsqu'on prend une décision d'achat, on la prend sur la valeur que l'on pense obtenir et non pas sur la valeur que l'on va obtenir. Et ça, c'est une nuance qui est très importante. Donc si toi, tu vas acheter de chez un business quelque chose, tu penses avoir un ROI ou tu penses avoir une certaine valeur du produit ou service que tu vas acheter. Si ta seule interaction avec ce business, c'était le lead magnet et que ce lead magnet est pourri, ben toi, tu vas te dire, ben si son lead magnet est pourri, probablement que son service est pourri et donc ça va encore moins te donner envie de travailler avec lui. C'est pour ça que le contenu gratuit que les gens mettent sur Internet, les lead magnets qu'ils envoient à leurs prospects, doivent être de la plus haute qualité possible. La meilleure Sinon, métrique... c'est contre-productif en fait. Exact. La meilleure métrique qu'il faut se dire, c'est est-ce que ce lead magnet, j'aurais été prêt à payer ou quelqu'un aurait été prêt à payer 50 ou 100 balles pour l'acheter. Si la réponse est oui, parfait. Si la réponse est non, ça n'a pas assez de valeur, c'est que ton lead magnet n'est pas assez bon. Il y a une question qui me taraude un peu depuis tout à l'heure, puis moi je déteste me la faire poser quand on me la pose pour mon industrie à moi, mais le monde change et tu as déjà vécu un changement majeur en business. C'est justement, comme tu l'as dit, quand l'iOS 14 est sorti et que ça a complètement affecté ton business. Ouais. À tel point que tu as carrément pris un changement de carrière à limite 360. Il y a quelque chose qui prend de plus en plus de place dans toutes les industries, c'est l'IA. Clairement. Et on va pas se mentir que dans le monde de la prospection et dans le B2B de façon générale, l'IA peut prendre une place qui est quand même assez prépondérante. C'est quoi la place que l'IA peut prendre dans la prospection et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut remplacer les agences de prospection? C'est une excellente question. Je réponds à la question en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle. Donc l'IA, c'est vraiment mon domaine de prédilection avant même de faire de la vente ou du marketing sur Internet. Et je peux te dire qu'on le voit chaque trimestre depuis à peu près 1 an et demi. L'IA est en train de prendre une place énorme sur les campagnes de prospection et les campagnes marketing des entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on était capable de faire, à l'époque, ce qu'on était capable de faire avec une équipe de 10 personnes, aujourd'hui, on peut le faire en 30 minutes avec une intelligence artificielle et ça nous coûte 10 euros, 15 euros, 20 euros. Le problème de l'industrie, c'est que les gens n'ont pas envie, ils ont peur du changement, ils n'ont pas envie d'adopter ces nouvelles technologies, ils ont peur d'être remplacés, ils essayent de se créer en fait des excuses pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, avec une IA, tu peux trouver ton target market, tu peux faire des recherches sur ton target market, tu peux écrire des messages de prospection personnalisés pour chacune des personnes que tu contactes, mais encore mieux, lorsque la personne t'a répondu, tu peux même avoir des chatbots en IA qui conversent avec tes prospects, les préqualifient pour toi et ensuite bouclent le rendez-vous dans ton calendrier. Donc pour une agence comme la mienne, c'est game changer, mais ça veut aussi dire que maintenant on va être en compétition avec des softwares qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché, qui sont des IA, des agents IA de prospection que tu es censé configurer pour 200 euros, 400 euros par mois et soi-disant ils vont faire le même taf qu'un sales. Il y en a qui sont très bons, mais nous, c'est notre métier, c'est à nous d'apprendre à utiliser cette IA, mais de coupler l'IA à la compréhension business, à la compréhension marketing que nous on a en tant qu'humains, afin de délivrer les campagnes les plus performantes et les plus pertinentes pour nos clients. Tu sais, tu m'arrêtes si je vais trop loin, ouais. Mais tu dis un truc qui est super intéressant, donc je suis obligée de faire le lien dans ma tête. Tu es ingénieur en IA et tu es dans un domaine qui très probablement d'une manière ou d'une autre, va finir par donner énormément de place à l'IA. Tu vois où j'arrive avec la question? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose moi-même dans ce domaine? L'année dernière, de septembre à décembre, j'ai mis en pause mon agence et j'ai coupé tous mes contrats avec mes clients. J'ai été incubé à Station F, qui est l'équivalent de Y Combinator en Europe. Ouais. C'est un incubateur Xavier Niel. Et j'ai été incubé là-bas justement pour faire ça. Mon idée, c'était de créer un agent IA qui soit capable de répliquer ce qu'on faisait pour nos clients de manière complètement
automatisé. La différence de business, elle est flagrante lorsque tu es à ton propre compte et que tu crées un business à cash flow versus lever des fonds, avoir un board, avoir des VC à qui tu dois rendre des comptes. Et on m'a proposé de lever des fonds. On m'a proposé 200 000 euros pour 10% de mon business qui n'existait même pas. J'avais juste une idée et j'avais une cofondatrice, une CTO. Mais j'ai juste pas aimé le rapport de force qu'il y avait entre les VC et moi. Et en fait, j'avais l'impression de revenir à l'école. J'avais l'impression de revenir au monde du salariat. Et je me suis dit, fuck this, je préfère être à mon propre compte, générer moins d'argent, mais être libre de vivre la vie que j'ai envie de mener. Et ce que je vais faire, en fait, c'est juste utiliser les outils que d'autres ingénieurs comme moi vont développer afin de créer, premièrement, le service et l'outil le plus performant des agences de prospection de mon marché. Mais en plus de ça, vu que je suis ingénieur en IA, moi, mon avantage compétitif, c'est quoi? Ce que je fais avec 5 employés aujourd'hui, nos compétiteurs le font avec 20-25 employés. Dans le back-end, Scale by Metrics, mon agence, c'est plus un software qu'une agence de service parce que 80% de notre process est complètement streamlined avec de l'automatisation, de l'IA et du code. Ok, c'est quand même énorme. Pour une entreprise qui fonctionne avec une petite équipe comme ça, c'est énorme. Parce que si je regarde... Bon, après, c'est sûr que c'est très difficile de comparer deux industries qui sont aussi différentes que les nôtres. Quoique, bon, 80% de ma journée, c'est de la prospection. Ouais. Mais c'est très différent, on va dire. Mais je trouve que c'est énorme d'avoir autant d'automatisation pour une entreprise comme la tienne. C'est quand même impressionnant. Je pense que you have to play to your strength en tant qu'entrepreneur. Et donc, si moi, j'essayais de rentrer sur le marché de la prospection et faire de la compétition à ces personnes-là en utilisant quelque chose qui n'est pas mon avantage concurrentiel, je vais juste finir comme tout le monde au milieu sans jamais scaler. Les personnes qui arrivent à dépasser tous les compétiteurs, comme il disait Warren Buffett, c'est ceux qui arrivent à construire une moat. Donc vraiment un vrai avantage concurrentiel, un vrai wall between them et la compétition. Et ça, tu arrives à le faire qu'avec un unfair advantage. Et les gens qui ont fait des études comme moi, qui sont ingénieurs en IA, il y en a très peu qui vont lancer une agence de prospection, sales, marketing. Ça ne les intéresse même pas comme industrie. Eux, ils ont envie de révolutionner le monde, ils ont envie de lever des fonds et faire des softwares qui sont potentiellement the next biggest thing on earth. Alors que moi, j'ai décidé d'aller sur un marché où les gens n'ont pas été en fait formés comme moi. Et donc mon avantage concurrentiel, ça a été de construire ces automatisations-là. C'est comme ça que j'ai pu signer mes 10 premiers clients. Une agence avec 10 clients, en général, elle a déjà 5, 6, 7 employés. J'étais seul, j'avais personne avec moi et tout était automatisé et tout était codé. Aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai fait quelques erreurs. Faut pas tout automatiser. On peut pas tout remplacer avec du code et de l'IA, mais en faisant du test, avec test and learn, tu comprends ce que tu peux déléguer à de l'IA et ce que tu dois toujours garder, selon moi, à un humain. Tu sais, admettons, là, tu es en train de créer du contenu. De façon générale, tu as ta chaîne YouTube, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut te suivre sur YouTube? Ouais, vous pouvez aller sur YouTube, Ottoman Badu, Scale by Metrics. Je partage toutes les semaines du contenu 100% gratuit sur comment prospecter, signer des clients si vous avez un software, une agence ou que vous êtes une entreprise B2B. Ça, c'était le petit placement. Mais admettons, tu crées du contenu, tu partages de la valeur gratuitement en plus. C'est pas dans les plans, vu que toi, t'en as bénéficié et que c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé à construire ton business et à l'amener à un autre niveau aussi. T'as jamais pensé à créer des masterclass, un mastermind peut-être? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je dirais qu'un cinquième de mon business vient de la formation et de l'accompagnement, parce que tous les jours, j'ai des personnes qui nous contactent et qui n'ont pas les moyens d'investir dans de la délégation. Aujourd'hui, des services comme les miens, ça peut coûter entre 3 et 5 000 euros par mois. Pas toutes les entreprises ont les moyens de dépenser autant pour tester un nouveau canal d'acquisition. Et lorsqu'on a une petite entreprise ou un solopreneur qui nous contacte, j'avais envie de trouver une façon de les aider. Je voulais pas juste leur dire, écoutez, vous n'avez pas d'argent, donc je me retire de la conversation. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, pendant le mois d'août, vu que tous mes clients mettent en pause leur campagne pendant le mois d'août, je me suis dit, au lieu de prendre des vacances, I'm gonna put my head down et je vais pondre une masterclass. Et j'ai créé une masterclass qui a aujourd'hui plus de 60 vidéos, donc à plus de 10 heures de contenu, qui peut permettre à n'importe qui de passer de je n'ai jamais envoyé le moins de messages de prospection à avoir le même système que nous on développe pour nos clients en interne. Donc oui, c'est dans les plans et j'espère que la formation et l'accompagnement vont continuer à être de plus en plus, prendre une part importante de mon business. Donc éventuellement, tu aimerais ça plus aller dans de la formation, partager ton contenu, etc. Si là, je te demandais de me pitcher en 2 minutes ta formation, si tu veux me vendre ta formation en 2 minutes. C'est très simple. Si tu es une entreprise et que tu as un skill à vendre, tu as un produit à vendre, tu as déjà des clients, mais que tu en as marre de rely on your word of mouth, tes référals et ton network, et que tu as envie de trouver une façon prédictible, scalable et rentable de tous les mois avoir
15, 20, 30 rendez-vous sur ton calendrier, signer 2 à 5 clients mensuellement de manière prédictible, il n'y a pas un seul canal comme la prospection. Et qui de mieux pour t'enseigner ça que le mec qui génère aujourd'hui des centaines de rendez-vous par mois pour ses clients et qui a envoyé déjà en 2024 plus d'1,5 million de cold email. Donc c'est comme ça en général que c'est je bon, pitch. Vendu, je suis Néo. Où est-ce que j'achète? Tiens ma carte. C'est quoi l'avenir pour l'agence? Et après, je te poserai la question, c'est quoi l'avenir pour toi? Mais c'est quoi ta vision sur les 5 prochaines années pour ton agence? C'est une bonne question. J'ai pas envie de me cantonner à la prospection. Ce qui me passionne, et je l'ai compris, c'est l'acquisition client de manière générale. J'ai envie d'être la référence sur Internet, sur le marché francophone, de l'acquisition client. Et donc aujourd'hui, on a pénétré le marché avec de la prospection, mais il faut comprendre que moi-même, j'ai une entreprise B2B, donc moi-même, j'apprends au fur et à mesure du temps quels sont les canaux qui vont m'aider à croître. Donc, j'ai commencé avec la prospection. Aujourd'hui, 50% de mon business vient de mon contenu, YouTube et LinkedIn. Là, je suis sur le point de lancer un funnel d'acquisition avec des Facebook Ads et des Google Ads. Et donc, au fur et à mesure que l'on met en place des nouveaux canaux d'acquisition pour Scaleba-Metrics, qu'on les maîtrise, qu'ensuite, on les lancera en bêta gratuitement pour nos clients actuels pour s'assurer qu'on est capable de le délivrer pour ses clients, eh bien, on va continuer à ajouter des nouvelles verticales d'acquisition. Donc dans 5 ans, j'aimerais être une des agences références dans l'acquisition client, ou si quelqu'un a envie de se former ou de déléguer ou de former ses équipes de vente à différents canaux rentables, prédictibles et scalables sur Internet, qu'on soit l'agence de référence. Ok. Et du coup, je suppose que si je te pose la question, pour toi, dans les 5 prochaines années, c'est quoi les prochaines étapes? C'est d'être la personne qui va développer tout ça, parce que ça prend quelqu'un. J'ai envie d'être la personne qui développe tout ça, mais j'espère que dans 10 ans, si on se refait un podcast, je serai pas encore là. Ah, c'est bon, on peut se faire ça chaque année. On fait un check-up, si tu veux, comme chez le médecin. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de développer leur business pour la vie et avoir quelque chose qu'ils pourront léguer à leurs enfants. C'est pas ce business pour moi. Okay. Aujourd'hui, ce que je fais, ça me passionne. J'aide beaucoup d'entreprises à se développer et j'apprends énormément à travers mes clients puisque on apprend ce qui fonctionne dans plein d'industries. Mais avec toute cette expérience et j'espère avec le cash flow que je vais générer et que je vais pouvoir commencer à funnel dans d'autres investissements, que je vais pouvoir passer à l'étape supérieure, qui est un business de niveau supérieur. Parce que, d'ailleurs, c'est une autre erreur que la plupart des gens font lorsqu'ils lancent un business, c'est que c'est des level 2 sur 10 entrepreneurs et ils s'attaquent à une opportunité 8 sur 10. Alors que dans la vie, il faut comprendre que quand tu as un 2 sur 10, attaque-toi à une opportunité 1 sur 10, 2 sur 10. Et c'est à travers cette opportunité que tu passeras d'un 2 à un 5. Et quand tu seras à 5 sur 10, ton opportunité de base, elle sera plus assez importante, tu passeras à la suivante. Et aujourd'hui, je suis très loin d'être un 8, 9 sur 10 en tant qu'entrepreneur. Et j'ai envie, à travers Scaleba-Metrics, de devenir un 7, 8, 9 sur 10, d'avoir le capital, d'avoir la réputation, d'avoir le background qui vont me permettre derrière d'aller faire des grandes choses, probablement en Afrique, là où je suis né, là où je compte faire ma vie. Ok. Mais tu vois, c'est vraiment, c'est du manque à gagner le fait que t'aies pas un podcast, hein, clairement. Ah ouais. Parce que, non, t'es bon. T'as donné du contenu qui, je pense, le contenu que t'es en train de partager, c'est des choses qui prennent pour la plupart des gens énormément de temps et d'argent à comprendre. T'es en train de le donner d'une manière très accessible, que n'importe qui pourrait vraiment pouvoir en bénéficier. Donc, je trouve ça vraiment dommage que tu le fasses pas plus souvent. Écoute, je pense qu'on est presque à 1 heure d'enregistrement. Déjà? Ouais. Le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Non, un peu moins. Ah ouais, mais c'est dingue, mais j'ai l'impression que ça faisait même pas 30 minutes qu'on parlait. Ouais, je t'ai dit, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est quoi les choses que t'aimerais que tu dises? Je vais te laisser, je pense que tu voulais dire un truc ou... Non, j'allais juste dire que, déjà, merci. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire un premier podcast. J'ai aucune idée de est-ce que j'ai envie d'avoir mon podcast, est-ce que j'ai envie de passer sur les podcasts des gens, mais c'est un format que je consomme énormément et c'est un format que j'ai envie de faire moi-même. Mais c'est difficile après ce premier exercice de se dire, ok, est-ce que j'ai donné assez de valeur? Est-ce que j'ai été assez bon? Parce que en 1 heure, en fait, tu peux très rapidement rester superficiel et rien donner d'actionnable à ton audience. Donc, je pense qu'il va falloir que je revoie ce podcast et que j'analyse. Si tu me poses la question, moi, je peux te répondre oui, t'as été très, très bon. Genre, j'en ai fait des podcasts. Bon, après, avec tout l'amour du monde, à toutes mes invités qui étaient toutes géniales, j'ai eu des podcasts où pendant 1 heure, je me disais, ok, il faut parler maintenant, il faut dire quelque chose, madame. Mais non, t'as des podcasts où tu vois pas le temps passer, comme c'est le cas. Et puis, je vais te dire quelque chose aussi, parce que moi, bon, c'est sûr, avec énormément de recul, on va dire. Moi, je trouve ça hyper toujours épatant. Les entrepreneurs, surtout avant 30 ans, tu sais, veux pas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant, que tout ce que tu viens de dire et toutes les choses que tu viens de raconter, si on le remet dans le contexte, t'as pas 30 ans encore. Et tu l'as fait en partant, moi, j'ai un avis très controversé là-dessus, mais pour moi, les formations... on va dire conventionnelles. Moi, par exemple, je suis juriste de formation, j'ai fait mon droit. Toi, t'es ingénieur de formation. Les formations conventionnelles, c'est
très bonne chose, c'est beaucoup de valeur ajoutée, ça construit un esprit critique, ça te donne énormément de skills, mais ça peut très très vite, quand tu fais de l'entrepreneuriat, être un bâton dans les roues. Pourquoi ? Parce que tu as énormément de croyances limitantes qui viennent avec ces formations-là, et tu as énormément de charge mentale aussi. Ouais. Parce que je suis ingénieur, moi je suis juriste, normalement si j'avais suivi le droit chemin et que j'étais avocate, je ferais tant par année, c'est pas normal que blablabla. Donc les premières années où ça se passe bien, c'est bien marrant, mais dans ton opération, dans le day-to-day, tu as énormément de croyances limitantes qui te permettent pas d'aller à ton full potentiel, puisque j'ai vraiment l'impression, à travers notre échange, c'est que toi tu les as démontées une par une, tes croyances limitantes. J'en ai encore. C'est juste qu'elles sont de plus en plus profondes, je dirais. Les superficielles, je pense que je les ai toutes démontées. Mais là, pour vraiment passer à l'étape supérieure, je pense que c'est même plus juste des croyances limitantes, mais c'est des limitations qui sont dues à ta personnalité en tant que personne. Et c'est pour ça qu'on voit sur Internet, la plupart des entrepreneurs qui sont très successful, très jeunes, font tous de la méditation. Ils voient tous un psy. Ils se font tous coacher. Ils investissent en eux-mêmes, en final. C'est ça. Ils lisent tous de la philo. Ils sont pas genre seulement focus sur le business, parce que au final, l'asset que tu builds quand tu es entrepreneur, c'est pas vraiment ton entreprise, c'est toi. Moi, demain, je perds tout. Je suis persuadé qu'en 6 mois, je reviens au stade auquel je suis aujourd'hui, mais pas plus loin, parce que mon entreprise est limitée à mes compétences, elle est limitée à ce que je suis capable de faire et à mes croyances limitantes. Donc plus tu évolues en tant que personne et plus ton entreprise peut évoluer, et donc in fine c'est l'asset que tu builds, c'est toi. Et j'ai une question un peu qui peut paraître bizarre, et tu n'hésites pas à me la faire reformuler au besoin. Comment est-ce que tu dirais que ton chemin entrepreneurial t'a affecté en tant que personne, t'a changé en tant que personne, ou t'a impacté dans ta vie personnelle ? Énormément. Mais c'est une question qu'on m'a jamais posée, mais c'est vraiment une excellente question. Ça change ta vie, ça change ta personne. Il y a le temps d'avant, le temps d'après, on est d'accord. Oui. En fait, ça devient qui tu es, ça devient tout, c'est your life. Quand tu entreprends, tu penses à ça quand tu manges, tu penses à ça quand tu dors, tu penses à ça quand tu te réveilles, tu penses à ça quand tu es en boîte de nuit avec tes amis, il y a que ça dans ta tête. Donc premièrement, ça a été dur de jongler avec ça, parce que j'ai une personnalité je suis très obsessif quand j'ai quelque chose qui me plaît, donc mon problème. Ah bon? Ouais, on le dirait pas comme ça. On dirait pas. Mais ouais, j'ai une personnalité où je peux être très obsessif très rapidement, donc il a fallu que j'apprenne, et j'apprends tous les jours encore aujourd'hui, à me détacher. Au moment où tu fermes l'ordinateur, être capable de sociabiliser, être capable d'accepter que le stress, ça fait partie du day-to-day de l'entrepreneur, et que c'est normal de stresser, et que you're not a bad person parce que tu stresses. La plupart des gens s'en veulent, moi le premier, quand je suis hyper anxieux et que je stresse, mais in fine, tout le monde stresse, et stresser, ça fait juste partie de la vie, ça fait juste partie du parcours entrepreneurial, et le plus vite t'acceptes que ça fait partie de ton job, 100%. Mais le truc où le plus gros impact, je dirais, quand tu commences vraiment à être entrepreneur, c'est-à-dire quand ça et tu vis de ça, et que c'est your life, c'est l'isolement social. C'est ça le plus dur. Ça, on n'en parle pas assez. Ouais, t'es isolé des autres, on ne te comprend pas, tu vis dans ta bulle, t'arrives plus à relate aux gens parce que vos vies sont plus les mêmes, et tu peux perdre, je dirais, des gens. Ouais, moi personnellement, j'ai perdu 70% de mon entourage au moment où j'ai commencé. Ouais. Parce que t'étais trop focus. Parce que j'avais une réalité qui correspondait plus à la réalité de mes amis. Parce que tu sais, tu nais, tu vis dans des cadres sociaux qui sont un peu les mêmes pour tout le monde, et tu évolues dans un cadre social en même temps que les gens qui ont le même âge que toi. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail, peu importe. Et moi, je commençais à vivre des choses que mes amis ne vivaient pas, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne vivront probablement jamais parce qu'ils ont suivi un chemin qui n'était pas le mien. Et du coup, pendant un moment, tu te perds dans ça. Clairement. Vous arrêtez d'avoir les mêmes références. Moi, je me rappelle, c'est un truc très débile, hein, mais je mets ma main coupée que ça t'est déjà arrivé. La première fois où tu réalises que c'est un jour férié. Et ça, c'est un truc tellement bizarre, et personne ne peut le comprendre si tu l'as pas déjà vécu. La première fois où tes amis te disent faut absolument qu'on parte à tel endroit ou faire telle chose, tel lequel, t'es en mode pourquoi spécifiquement? Dis pas parce que c'est férié. Et là, tu réalises oh mon Dieu, un jour férié. Mais pour moi, un lundi, c'est un lundi, tu vois, il est férié ou pas. J'irais juste plus loin que ça. Je dirais un dimanche, c'est un dimanche, un samedi, c'est un samedi. Exact. Bien sûr, à un certain moment aujourd'hui, c'est bon. Les week-ends avant, il y en avait pas. Maintenant, c'est bon, je prends mes week-ends off. Mais il y a toujours des périodes où je prends pas de week-end off. Encore il y a 2 semaines. Samedi, dimanche, j'étais chez mes parents au Maroc, je travaillais jusqu'à minuit, 1h du matin, samedi et dimanche. Ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Mais je sais qu'elle peut pas comprendre ça parce qu'elle est pas dans le day-to-day. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas parce que je bosse samedi, dimanche et que je prends pas de time off que je suis malheureux. J'aime ce que je fais, j'ai choisi de faire ce que je fais. Est-ce que tu dirais que tu viens d'une famille d'entrepreneurs?
Alors, ma mère est entrepreneuse, ou entrepreneur, comme on dit. Entrepreneur avec un E. C'est comme ambassadeur avec un E, c'est pas ambassadrice. Ma mère, entrepreneur. Mon grand-père est un grand entrepreneur. Mon grand-père vient de rien, il n'a pas étudié. Il a une histoire magnifique qu'il faudrait que je raconte un jour dans un podcast. Tu vois, t'as du matériel pour un podcast. Ouais, de ouf. Mais vraiment, on essaie de lui faire écrire un livre à mon grand-père, tellement c'est fou son histoire. Il vient de rien, il s'est éduqué tout seul, il a bâti un empire, énormément d'entreprises qu'il a revendues derrière, c'est impressionnant. Mon père n'est pas entrepreneur, mais mon père... je le considère comme un intrapreneur, dans le sens où il a développé une boîte qui est une boîte magnifique aujourd'hui. Il a la tête de cette entreprise, et donc, in fine, c'est peut-être pas son entreprise, il n'est pas au capital, mais il a fait tout ce qu'un entrepreneur aurait fait. Donc, j'ai envie de dire que oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et ça, c'est une très grande chance. Ça, c'est une très grande chance parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tu sais, c'est facile, je pense qu'on peut en parler de toute façon, il n'y a pas de tabou, et c'est bien de lever les tabous, même s'il y en avait. Quand tu viens d'un milieu où tu as été capable de faire des études, où tu as été capable d'avoir un capital social, culturel et économique de base, c'est très facile de rediriger ta réussite vers d'où tu viens. Tu vois, c'est très facile de faire un peu le circuit court, un peu stupide, en disant, bon, bah, t'as eu les chances à la base. Moi, je trouve que la plus grande richesse que les gens sous-estiment énormément, c'est que très souvent, quand tu as vécu un chemin entrepreneurial en sortant de ces capitaux-là, c'est que tu as eu des gens derrière toi qui l'ont vécu et qui ont été des ressources tout au long du processus. C'est-à-dire que, oui, j'ai mis énormément d'argent en formation parce que le monde change tous les jours et que tu suis dans une industrie qui est bien précise, etc. Mais ma plus belle ressource, elle est au bout du téléphone. Je sais que moi, ma plus grande richesse que mon père m'a donnée et me donnera jamais, c'est le fait que je suis capable de l'appeler à n'importe quel moment et lui dire, il se passe ça, 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 ça. Toi, t'as fait comment? Toi, tu ferais comment? Et ça, c'est une ressource sur laquelle je peux pas mettre un prix, hein, honnêtement. Je suis d'accord. Mais ça demande de mettre son ego de côté. Ah oui. Mais l'entrepreneuriat, ça demande de mettre son ego de côté. Mais c'est un truc que j'ai réalisé récemment, c'est-à-dire que je paye des coachings à des gars qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et récemment, j'étais au dîner familial et mon père me donne des conseils. Et j'ai réalisé qu'au fond de moi, je l'écoutais pas vraiment. Mais en fait, le soir même, je me suis mis au lit, je me suis dit, mais attends, ton père a géré toute sa vie, il a développé cette entreprise, il a, je sais plus combien, une centaine d'employés qui sont en dessous de lui. Il a une expérience incroyable, et au lieu de l'écouter lui, tu te retrouves à payer des personnes qui sont moins bons que lui. Et ça a fait un switch dans ma tête, et depuis, je prends le temps de m'asseoir avec lui, je me prends le temps de m'asseoir avec mon grand-père et poser des vraies questions que j'aurais posées à des gens que j'ai payé des milliers d'euros. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est que quand t'as pas payé pour le coaching, c'est bizarre, mais je ne sais pas pourquoi les humains on est comme ça, on n'a pas la même... on prend pas le conseil de la même manière, on le prend pas au sérieux de la même façon. Et ben, la notion du financial world, justement, c'est Ryan Serhant qui m'en a parlé, qui m'a dit, je faisais pas assez d'argent pour m'offrir un penthouse dans Manhattan, mais j'ai quand même pris un penthouse à Manhattan parce que le moment où j'ai mis mon argent en jeu, je me suis mis devant un mur financier où j'avais pas le choix de performer. Tu vois. Mais c'est risqué ça. Hein. C'est très risqué. C'est très risqué. Mais je pense que c'est un peu de la même manière que c'est risqué de lâcher l'ingénierie et de se lancer dans un business sur lequel, à 23 ans, tu as vraiment pas de visibilité au final. Clairement. Et quelque part, c'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est la capacité à prendre le risque et à assumer le risque. Et c'est la différence entre quelqu'un qui, aussi bon soit-il, travaille dans une entreprise aussi impressionnante soit-elle, et quelqu'un qui réellement prend le risque du capital, au final. C'est clair. T'as la responsabilité qui va avec. Et le risque. Mais on vit à une ère où tu peux lancer n'importe quel business sur Internet avec 100 euros. Des fois avec 0 si tu veux. Mais je dirais qu'avec 100 à 200 euros, tu es capable de lancer un business. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Mais à l'époque de nos parents, pour lancer un business, mais c'était un calvaire. Il fallait avoir les connexions, l'argent, probablement des centaines de milliers de dollars à investir dans un endroit physique pour accueillir des personnes. Il fallait des bureaux. C'était une catastrophe. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur LinkedIn, 100%. contacter 100 personnes, leur proposer de faire un travail 5 fois moins cher que la plupart des agences et avoir leur premier client dans 2 semaines. Mais personne n'a envie de s'asseoir pour envoyer 100 messages de prospection manuellement. Personne n'a envie. Parce que c'est facile de dire, oui, si tu envoies 100 messages par jour pendant 2 mois, je te garantis que dans 2 mois, tu as un client. La plupart des gens qui nous écoutent, ils vont se dire, ah mais clairement, je le fais. Mais quand tu es jour 23 et que ça fait 22 jours que tu passes 4 heures par jour. 50 noms par jour. C'est ça. Et que tu n'as pas encore eu ton premier oui, ben 2 mois, ça paraît long. Et la plupart des gens arrêtent à cause de ça. Alors là, tu prêches une convaincue. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Et moi, je pense que c'est ça la différence. Au final,
Le jour où réellement, moi, j'ai changé mon approche dans la prospection et le jour où j'ai arrêté de voir la prospection comme une corvée, c'est le jour où j'ai commencé à réussir en prospection. Parce que c'est en fait de voir chaque non comme un non de plus qui te rapproche du oui. Ouais. C'est ça. Donc moi, limite, quand on me dit non, ah bah super, je suis plus proche ouais. de mon oui. Mais en fait, et c'est dingue parce que tu parlais d'ego, je trouve que l'entrepreneuriat, de manière générale, peu importe l'industrie dans laquelle tu es, c'est constamment être en train d'avoir trop d'ego et pas assez. Ouais. T'es tout le temps en train de switcher. T'es entrepreneur parce que t'as de l'ego, c'est une réalité. Ouais. T'aurais pas eu d'ego, tu serais pas entrepreneur, tu serais salarié. Ça me rappelle une quote d'Alex Hormozy, je sais pas si tu connais Alex Hormozy. Oui, bah oui. Ouais, Alex Hormozy, il avait dit un truc, j'essaie de me rappeler exactement comment il avait phrasé, mais il disait que tous les entrepreneurs à succès qu'il avait vu dans sa vie ont un mix de traits particuliers qui est que ils sont persuadés qu'ils sont meilleurs que tout le monde, mais ils vivent dans l'anxiété constante de not being good enough. Tu vois, et ils ont impulse control. Et en fait, si tu arrives à mixer ces trois, bah, ça donne ce que tu dis, qui est que bah, tu as un ego surdimensionné parce que tu penses que tu es meilleur que tout le monde et tu es persuadé que tu mérites plus que les autres. C'est ça, donc tu vas y arriver. Mais en même temps, tu as ce problème de te dire, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que ça va le faire pour moi? C'est constamment ça. C'est affreux. C'est horrible. C'est une dichotomie interne constante. Tu vis dans ça entre les deux. Toi aussi, tu as beaucoup de succès pour quelqu'un de très jeune et tu as accompli beaucoup de choses. Donc moi aussi, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, même après tout le succès que tu as eu, et tu es à ton propre compte et tu as vendu de l'immobilier, est-ce que ça t'arrive encore tous les jours de te réveiller, de voir des gens qui sont plus loin que toi et continuer à te sentir comme nul? Et genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah moi, oui. En fait, moi, je me réveille le matin et c'est après des années de m'éduquer dans ça que j'essaie de plus me comparer autant à ceux qui sont sur les mêmes bancs que moi. Quand j'ai commencé l'immobilier, je l'ai commencé avec un mentor. Et apprendre avec un mentor, c'est la plus belle chose du monde et je le souhaite à tout le monde. Mais la chose qui est difficile quand on apprend avec un mentor, c'est essayer de se distancer et de prendre du recul nécessaire vis-à-vis de son mentor. Il faut jamais regarder quelqu'un qui a plus de succès que soi, peu importe combien il fait d'argent, il faut voir c'est quoi sa vie. Ouais. Moi, pendant des années, je me suis comparée à des gens qui faisaient beaucoup plus d'argent que moi, mais qui avaient une vie qui m'angoisse au plus profond. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est avoir la vie de mes rêves. Moi, ce que je construis à tous les jours et pourquoi je me réveille et pourquoi j'entreprends et pourquoi je suis pas assise derrière un bureau avec la sécurité d'un salaire, c'est pour avoir la vie que je rêve de mener. Ouais. Donc, si tu vois quelqu'un qui fait 2 millions par année, mais qui n'a pas ton style de vie que tu t'offres avec tes 5, 600, 700 000 par année, où est l'intérêt? T'as raison. Et je pense que la plupart des gens vivent leur vie sans savoir pour quelles variables ils sont en train d'optimiser. Faut se poser cette question. Pourquoi t'optimises? Est-ce que t'optimises pour le bonheur? Est-ce que t'optimises pour le lifestyle? Ton big why. Ouais, genre... Mais surtout, il te faut un framework de décision quand tu prends des choix importants pour ta vie. Et ce que t'as dit, je pense que je suis arrivé à la même conclusion que toi. J'optimise pour mon lifestyle. C'est ça. J'optimise pour avoir le meilleur lifestyle possible. Et bah, tu vois qui c'est Tony Robbins? Ouais, bien sûr. Chaque année, je fais mon business plan en début d'année, qui est en fait, je pompe le business plan de Tony Robbins et je remplis simplement avec mes variables à moi. Et chaque année, la première page du business plan, c'est le big why. C'est quoi la raison pour laquelle? Parce que tu sais, mon objectif cette année de gross commission income, j'ai envie de faire 4 millions. Magnifique, super, c'est un objectif chiffré. Et tu es capable de décortiquer ce chiffre en trimestre 1, je fais combien? 2, 3... Et après, c'est quoi la finalité de ça? C'est quoi le big why derrière ça? Mais t'as réussi à trouver un big enough why? Moi j'ai un big enough why, je pense. T'as envie de le partager? Avec plaisir. C'est quoi? Si tu partages le tien. Bah justement, je te pose la question parce que je pense que j'ai encore du mal, ouais. Moi, je pense que mon big enough why, ça a toujours été depuis jour 1. Et comment je sais que c'est big enough, c'est qu'à chaque fois que je doute ou à chaque fois que je suis pas bien ou à chaque fois que j'ai le fuck it mentality, tu vois, genre tant pis. Si je reviens à ça, ça me remet direct sur les rails. C'est j'ai envie d'offrir à mes parents la même fierté de m'avoir comme enfant que moi j'ai à les avoir comme parents. C'est beau. Et c'est très difficile à quantifier parce que j'ai une excellente relation avec eux, ils sont très fiers de moi, je suis très fière d'eux, tout ce que tu veux. Mais j'ai envie de leur offrir la même laque, les mêmes étoiles dans les yeux quand ils me regardent que quand moi je les regarde. Parce que moi je les regarde, l'amour c'est naturel. Mais l'admiration, la fierté, etc., c'est des choses qui viennent avec ce que tu accomplis. C'est très beau. Après, j'ai envie de te challenger et te dire, est-ce que tu penses pas que ton why, il doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, dépendre de l'extérieur? Et c'est là que je me suis posé la question. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas eux
Parce que je sais que eux, si je leur disais ça, ils seraient capables de me l'offrir. Ils seraient capables de me le rassurer. C'est juste que tu es en train de faire un transfert de fierté sur tes parents, alors qu'en fait, c'est juste toi, au fond de toi. Quelque part. Mais je pense que de les regarder avec les yeux de personnes que j'aime autant et que j'admire autant, ça me permet de prendre du recul sur moi-même. Ouais. Parce que quand t'es dedans tous les jours, je suis extrêmement fière de moi. Moi, je pourrais m'arrêter tout de suite. Moi, là, actuellement, et toi, et je suis sûre que ça va résonner un peu, là, tout de suite, t'es dans une position qui est tellement privilégiée face à la vie. T'as pas d'enfant à charge, tu as pas de responsabilité majeure, t'as un champ des possibles qui est limite infini, t'es dans une position idéale. Juste poser, genre framer actuellement ta position dans le temps, c'est le rêve de 95% de la population mondiale. T'as raison. C'est une réalité. C'est pour ça que je me réveille tous les matins et que je prie Dieu, je suis croyant, moi aussi. Pour remercier Dieu, lui dire genre j'ai trop de chance. Parce qu'au final, je le dis souvent, je pense vraiment être l'homme le plus chanceux du monde. Et je le pense au plus profond. C'est très marrant, je le dis tout le temps aussi. C'est vrai. Je te jure, je le pense au plus profond. La gratitude, je pense, tu pratiques beaucoup de la gratitude, je suppose. J'essaye. Mais je te jure, c'est quelque chose que je ressens parce que toute ma vie, vu ce que Dieu m'a donné, ce que la vie m'a donné, je me dis genre, j'ai pas le droit de pas en faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas le droit d'avoir eu des parents aimants, vivre dans un environnement stable, d'avoir eu la chance d'avoir un cerveau qui fonctionne très rapidement, d'avoir eu de bonnes études, d'avoir eu de l'argent à mon démarrage, d'avoir eu des amis et d'avoir tout ça et de ne pas en faire un truc extraordinaire. J'ai pas le droit. Genre it's a shame, tu vois. Tu sais, quand tu vois des gens, des storytelling magnifiques, de gens qui te disent je suis parti de zéro, et tu te dis, mais putain, mais moi, avec tout ce que j'ai eu, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais des fois, tu te demandes si c'est pas un prerequisite d'être parti de zéro parce que ça te donne tellement la rage. Il y a des gens qui pensent ça. Moi, j'ai trouvé le cheat code de cette mentalité, c'est de dire, et c'est un peu hard, mais comme je te dis, ici, on défait les tabous. Tu sais, quand t'as rien, quand tu pars de zéro, t'as pas le choix de t'en sortir. T'es face à un mur. T'as pas d'autre choix que de travailler, que d'essayer, que de tout faire pour t'en sortir. Quand tu pars pas de zéro, t'as eu le choix et tu as décidé de quand même le faire. Et ça prouve quelque chose sur qui tu es. Mais ça demande en fait une force intérieure qui n'est pas donnée à tout le monde parce que ça ne peut pas émaner de l'extérieur, ça ne peut émaner que de toi. Exact, mais tu as choisi the hard path. Tu as choisi le travail, tu as choisi le risque, tu as choisi de malgré le confort que tu aurais pu avoir toute ta vie, de te salir les mains. Et ça dit long sur qui tu es en tant que personne et ça en dit long sur ce que tu mérites comme succès. Clairement. Je me demande le moi ou le toi dans 5 à 10 ans, qu'est-ce qu'ils penseront de nous aujourd'hui? Qu'on n'a rien compris, qu'on est un peu stupide, sûr, hein. C'est sûr. Parce que j'essaie de me dire, ok, si j'ai rien compris maintenant, j'essaie de me poser des questions tout de suite. Genre, qu'est-ce que j'ai rien compris tout de suite pour que j'accélère mon learning process, tu vois? Mais c'est un truc auquel je réfléchis souvent. Il faut aller au day by day et il faut prendre conscience. Regarde où t'es il y a 5 ans. Si à 5 ans, je te rencontrais le toi d'il y a 5 ans, tu dirais qu'il est stupide. Clairement, pour moi, ça aurait été un petit enfant qui comprend rien. Même le moi d'il y a 1 an et demi, ça aurait été la même. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas ce que je voulais dire. Mais oui, du coup. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a un truc qui est hyper important et je te jure, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, j'ai envie de le redire. Je sais pas si un jour quelqu'un écoutera ça, mais je trouve que c'est trop important. C'est facile d'enjoliver la situation. C'est facile de donner des chiffres et de penser qu'on roule sur l'or et penser que tout le monde réussit sur Internet et qu'il n'y a que les autres qui réussissent. Mais faut jamais prendre l'extérieur pour face value. Faut jamais prendre un chiffre d'affaires pour face value. Faut jamais prendre ce à quoi ressemble la vie de quelqu'un de l'extérieur pour face value. Tu sais pas à quel point c'était dur pour ces personnes. Tu sais pas au final de ce chiffre d'affaires qu'est-ce qui lui reste dans la poche. Tu sais pas est-ce qu'ils ont des gens à charge. Tu sais pas est-ce que leur vie t'as envie de la vivre. Et donc in fine, faut pas se comparer aux gens. Faut juste vivre genre la vie qui te correspond le mieux et optimiser pour les choses qui vont te rendre heureux sans être delusional et se dire que ça viendra sans une période de sacrifice. Faudra faire des sacrifices, ça va être dur, mais une fois que tu passeras ça, tu créeras your own path et tu auras ton propre succès et ce sera génial. Et ça, tu peux pas mettre un prix dessus au final. Ouais, de ouf. Parce que, écoute, les deux, on a un dénominateur commun, on est jeunes. Très jeunes, intrinsèquement, on est très jeunes. Ouais. Et quand on est jeune, ça c'est une phrase de mon père que j'adore repluguer, t'as 2 options. C'est soit tu réussis, et c'est génial la réussite, t'es en train de la vivre d'une certaine manière, c'est top, soit t'apprends. Ouais. Mais la réussite, il y a un prix. Il y a 1 million de chiffre d'affaires par 5, 6, 12. L'apprentissage, la connaissance, l'expérience, ça n'a pas de prix. Il ne faut jamais échanger quelque chose qui n'a pas de prix pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce que l'argent, intrinsèquement, ça n'a pas de valeur. Phrase, ça. Ouais. Donc, je pense que tu sais, le toi de 5 ans, dans 5 ans, aura appris des erreurs que le toi d'aujourd'hui fait. C'est et clair. Pour ça, il doit t'en être reconnaissant et inversement, toi, vers la personne que tu étais il y a 5 ans. Ouais.
Ben, au final, la vie, c'est un process d'apprentissage constant, continuel. Et si tu t'arrêtes d'apprendre, ben, t'arrêtes d'évoluer. Et si t'arrêtes d'évoluer, tu peux pas rester statique. Tu finis toujours par régresser. Exact. Écoute, le temps passe vite quand on s'amuse. C'était hyper cool. J'ai trouvé ça beaucoup très apprécié. sympa. Merci d'avoir organisé ça. Avec grand Je plaisir. trouve ça génial. Et j'espère que ça sera le, comment on appelle ça, le roulement de tambour, je sais pas, pour mes prochains, Bah, mes prochains épisodes. J'espère pouvoir écouter tes podcasts le matin quand je cours. Merci. Merci à toi.